Bonsoir. Je suis en train de préparer dans quelques minutes le prochain Café Philo McDo. Et donc j'ai toute une liste de sujets comme d'habitude. Je parle un peu des coulisses de notre travail. Et c'est à partir de ces différents sujets que je vais animer ce Café Philo McDo, qui ne fonctionne pas sur un seul thème, mais sur une bonne douzaine de thèmes. Alors, je voudrais traiter d'un certain nombre de sujets là maintenant, pour me préparer en quelque sorte un peu mieux à cette soirée. Il ne faut pas croire qu'on ne se prépare pas. Il faut bien préparer les sujets, mais il faut bien se préparer à être en forme par rapport à ça. Alors, je voudrais aborder la question d'une nouvelle conception de la langue française et de la langue anglaise, en proposant de constituer un anglais expurgé des mots qui ne sont pas français, à l'exception de quelques cas, et démontrer, ce faisant, à quel point le français est présent en anglais. Si l'on peut parler anglais uniquement à 90% avec des mots français, c'est pas rien. Ça ne pose pas de problème, parce que de toute façon, les Anglais comprennent ces mots, les utilisent. C'est souvent au cinéma, d'ailleurs, que je vois l'utilisation de ces mots français. Et les gens qui vont au cinéma, c'est monsieur tout le monde, tous les Américains. Donc tous les mots qu'on reconnaît dans le dialogue au cinéma sont des mots que comprend le public américain et anglo-saxon. Et puis tous les gens qui comprennent l'anglais. Alors voilà la gageure, si vous voulez, en quelque sorte. On ne peut pas faire l'inverse parce que les Anglais qui parlent, alors d'abord ils ne peuvent pas évacuer les mots français, parce qu'on n'aurait même plus d'anglais. Et deuxièmement, il y a trop de mots anglais qui restent pour que ça soit concevable. Mais, cela dit, je crois à une humanité qui sera de plus en plus intelligente, c'est-à-dire qui sera de plus en plus capable de comprendre des communications très personnelles. Aujourd'hui, nous avons des communications standards sur la forme, sur le fond. Eh bien, demain, je pense que l'on pourra s'exprimer avec beaucoup plus de liberté dans l'ordre des mots, par exemple, qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, la preuve en est déjà, il y a des avant-coureurs, les textos, qui sont souvent des formes abrégées, télégraphiques, sans parler de l'orthographe souvent fantaisiste, et puis d'autre part, tout simplement Google, l'Internet, parce que quand vous cherchez quelque chose sur Internet, même si ce que vous avez mis est approximatif, on retrouve la forme exacte. Internet corrige de même. D'ailleurs, de la même façon, quand nous parlons, quand nous communiquons, même quand la personne fait des erreurs, ça n'affecte pas la communication, parce qu'on est assez intelligent pour rectifier, pour corriger. Et même, à la limite, on ne fait même pas attention parce que ça va de soi. J'ai parfois critiqué, à tort, au nom de certains purismes du français, en disant ah, voilà un pays qui a une langue exemplaire, le français, où les gens le parlent avec un très bon niveau, par opposition par exemple à Israël. Mais je suis revenu sur cette position. Je suis revenu. Je crois au contraire que échanger dans une langue incertaine, approximative, fautive éventuellement, rend les gens plus intelligents. Si on prend le cas d'Israël, par exemple, non seulement déjà, ils ont au niveau de l'écrit, il faut deviner les mots, puisqu'il n'y a pas de voyelles,
Mais dans la communication orale, les gens parlent un peu n'importe comment. Par conséquent, il faut deviner également. D'ailleurs, quand on parle avec un étranger, il faut qu'il devine. Il faut qu'on devine ce qu'il est en train de dire ou ce qu'il essaie de dire. Et puis lui aussi, avec son vocabulaire souvent limité, il faut qu'il devine ce que nous disons. Donc finalement, ça fait beaucoup plus fonctionner le mental, le cérébral. Et une langue trop parfaite est une langue qui est toxique finalement pour ses locuteurs. Donc je rêve d'une civilisation où les gens auraient une capacité de compréhension beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, pourraient décrypter ce que les uns et les autres disent, chacun à leur façon, et chacun se comprendrait à peu près. On pourrait même écrire des romans comme ça, dans une langue très, très bizarre, un peu déconstruite, et où on se comprendrait. Donc finalement, j'annonce la déconstruction de la langue, qui permet une forme poétique, parce que la poésie, quelque part, c'est une forme de déconstruction de la langue. La musique, c'est une forme de langue parallèle, en quelque sorte. Même la chanson, quelque part, aussi. Donc la langue, elle est attaquée. Alors l'autre point que je voudrais signaler, parce que la langue, c'est quand même un poids considérable, la langue. Et la France est le grand producteur de mots. Historiquement, c'est un producteur considérable, incomparable. Et la seule puissance qui puisse rivaliser avec le français, je ne parle pas du français, langue française, comme ceci, comme ça, mais le processus du lexique français, qui est absolument colossal, parce que ce n'est pas ça qui est en train de changer. Ce qui est en train de changer, c'est la syntaxe, c'est la prononciation, c'est la sémantique. Mais les mots sont les mots, et les mots, c'est produit par la France. Et le dollar, par opposition au franc, au français, j'allais dire au franc, c'est un lapsus, le dollar est le contrepoint du français. C'est-à-dire que c'est une langue, c'est une façon de parler, c'est une monnaie qui s'est imposée au niveau mondial, jusqu'à présent. Et qui dépend des États-Unis, et ô combien, on le sait encore de plus en plus actuellement, puisque même les tractations en dollars semblent devoir dépendre des États-Unis. Donc les deux superpuissances mondiales sont, à mon avis, les États-Unis et la France. La seule différence, c'est que la France ne monétise pas sa production lexicale. Donc des extraterrestres qui regarderaient notre société diraient, bah oui, le français c'est une langue absolument extraordinaire qu'on retrouve partout, et l'anglais n'est jamais qu'un vecteur du français, surtout avec ce type d'anglais que je viens d'élaborer et de proposer. Le seul problème, c'est que ce n'est pas monétisé. La France ne gagne rien quand les gens emploient des mots français, notamment dans d'autres pays que la France ne gagne rien. Et la France ne peut rien imposer par cela. Elle pourrait dire, ah ben oui, si vous utilisez les mots français, nous avons un droit de regard, par exemple. Et pourtant, informatiquement, technologiquement, nous serons en mesure de plus en plus de taxer et de repérer, en tout cas de recenser, de signaler tout ce qui est utilisé, tous les mots qui sont utilisés en français. Il suffit d'élaborer des logiciels, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc les deux vecteurs, l'argent et la langue, sont des vecteurs qui s'imposent et qui continuent à s'imposer par-delà les velléités individuelles et personnelles, parce que finalement, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas fabriquer, tout le monde ne peut pas fabriquer sa monnaie, et tout le monde ne peut pas fabriquer ses mots. Les mots, ils sont là, bon, c'est un fait accompli, ils sont là, et c'est des mots français à 80%, avec un petit reliquat de mots qui reviennent à une sorte de sabir non français,
mais qui est secondaire et qui n'est pas obligatoire. Il y a des langues qui n'utilisent pas, il y a des langues qui utilisent les mots français, mais pas l'attirail des Anglais, hein, comme l'allemand, comme le russe, comme l'hébreu, etc. Donc c'est pas la question. Voilà donc les perspectives que je voulais signaler. Un changement de l'horizon linguistique, à la fois avec une monétisation, la reconnaissance de l'or blanc, si on veut, ou l'or gris de la langue française, avec les pouvoirs que ça peut donner sur différents plans, quand ne serait-ce qu'à l'usage, le droit de l'usage, et puis aussi l'économie d'usage. Mais déjà, le droit à l'usage. On peut très bien dire, écoutez, bon, on ne vous demande pas de payer pour utiliser des mots français, mais attention, il faut faire attention à ce que vous faites, et on ne veut pas laisser n'importe quoi, pas plus que les Américains ne laissent faire n'importe quoi. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant sur ce point.